Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Ly, président de l'IPOD, Innovation Politique et Démocratique du Sénégal, et de nos éditorialistes Alfred Django et Daouda Tell. Et tout de suite en Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaite que le secteur privé contribue davantage à l'avenir économique du pays. Pour cela, deux axes sont aujourd'hui privilégiés: l'amélioration du cadre d'investissement et la formation des futurs cadres de ces entreprises locales. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. L'Afrique dispose de nombreux atouts pour son développement. Le manque d'infrastructures ne doit pas être perçu comme un facteur négatif, mais une opportunité à exploiter. Pour cela, il faut faire appel aux investissements, source de création de richesses et d'emplois. En Afrique, la croissance est tirée en grande partie par l'investissement public à travers principalement les grands travaux d'infrastructures. Pour une croissance inclusive, il est important d'accorder une grande place au secteur privé dans l'économie. C'est ce secteur privé aussi qui va contribuer au plein emploi. Son développement est important. Donc il est fondamental que ce continent s'appuie sur le secteur privé pour se développer. Un secteur privé qui doit lui aussi être responsable. La création d'un environnement attractif et sécurisé est nécessaire pour que les entreprises jouent leur rôle d'agent économique. Investir dans les ressources humaines en mettant à niveau le système éducatif constitue également un impératif du développement des pays africains. Nous avons aussi un système éducatif en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui dans la sous-région est l'un des meilleurs et qui doit aussi nous permettre de continuer à former des cadres qui eux-mêmes, travaillant dans le secteur privé, vont permettre à des PME de se développer et d'attaquer les marchés de la sous-région. Ça, c'est important afin que les entreprises locales puissent devenir des entreprises après régionales, ensuite panafricaines et ensuite avoir la capacité de concurrencer des entreprises sur le plan mondial. L'Afrique est le continent de demain selon les observateurs. Son décollage économique sera favorisé par l'approfondissement de l'intégration régionale. En Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine exécute un programme économique régional 2012-2016 de 4 413 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement, de son côté, a créé le fonds Africa 50 pour mobiliser 100 milliards de dollars en vue de financer le programme de développement des infrastructures en Afrique. Alfred, la Côte d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest qui met le plus l'accent sur ce secteur privé, avec un nombre important de réformes qui ont été menées, notamment pour améliorer le climat des affaires. C'est un plan d'action qui vous semble efficace? Là, à court terme, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas juger. C'est plutôt à moyen et à plus long terme qu'on pourra évaluer l'efficacité justement de la mise en place de tous ces dispositifs juridiques pour assainir le climat des affaires, favoriser cet environnement des affaires. Mais comme nous le rappelons souvent ici, il faut effectivement un partenariat public-privé efficace pour que chacun jouant son rôle, l'État justement en facilitant le cadre des affaires, en promouvant ce cadre-là, et les privés africains, puisque souvent on vise le privé étranger extérieur, mais en facilitant aussi l'accès justement à l'investissement aux industriels locaux, on permet effectivement de créer, justement de favoriser l'intégration nationale d'abord, économique nationale, avant de viser l'intégration régionale ou panafricaine. Donc effectivement, ce que fait la Côte d'Ivoire va dans le bon sens, mais j'imagine que les autres pays africains aussi essaient de faire pareil. Mais là, pour le coup, la Côte d'Ivoire a quand même un peu d'avance par rapport à beaucoup d'autres, surtout au sortir de la crise que nous connaissons et qu'a connue la Côte d'Ivoire. Daouda, plusieurs mesures sont prises, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises. Quelle importance revêt l'activité de ces PME dans le tissu économique? Ces PME sont l'essence même du tissu économique. C'est la matière première de toute économie. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, il n'y a pas une économie qui se développe sans un tissu de PME florissant. C'est une évidence. Et en Afrique particulièrement, les efforts doivent, à mon avis, être concentrés aussi sur le développement de ces PME, étant donné que, de toute façon, dans certains cas, c'est 80-90% d'entreprises, sur les entreprises totales que compte le pays, qui sont des PME. Mais là aussi, je voudrais juste une petite parenthèse pour dire que, de toute façon, dans le cas de l'Afrique,
il faut aider aussi le secteur informel à se formaliser pour enfin devenir une PME. Parce que toutes ces mesures-là, finalement, elles sont très bonnes, mais est-ce qu'elles touchent toutes les couches de population, toutes les couches d'activité dans l'économie même? C'est là la grande question, puisque une mesure avantageuse est offerte à une structure, une PME qui est formelle, qui existe en tant que PME. Donc, c'est pour démultiplier cet impact de toutes ces mesures, je pense qu'il faudra aussi tirer l'informel vers le formel pour enfin qu'ils puissent en bénéficier. Mohamed, que pensez-vous de cette stratégie ivoirienne de renforcement du secteur privé? C'est une nécessité parce que c'est une loi économique. Il faut bien que quand une croissance se fait quelque part, que les capitaux soient détenus en interne pour que la croissance bénéficie aux populations. Maintenant, je dis en haut là, il faut faire très attention en Afrique. Il y a souvent une arnaque intellectuelle qui se fait. On parle des privés nationaux alors que le capital, il est étranger. Il faudra qu'on fasse attention à ça. Et puis, il y a eu des leviers qui ont été utilisés en Afrique, qui sont très importants, et qu'il faut dire, c'est les API. Au Sénégal, il y a l'APIX, en Côte d'Ivoire, il y en a, et il y a d'autres leviers, qui sont les codes de marché public. Il faut dire que les États passent la plus grande partie des commandes de marché public. Et c'est dans les codes qu'il faut dire comment, que ce soit pas à partir des idées ou à partir des investisseurs locaux, comment participer à l'élaboration des politiques publiques, à la réalisation des travaux. Et pour dire ça, ils ont le moyen, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, à partir du Code des marchés publics, de faire ce qu'on peut appeler, même dans cette mondialisation, cette préférence nationale intelligente, ou même il y a des technologies que nous n'avons pas chez nous, mais imposées à peut-être certains étrangers de venir, de faire de la passation de technologie, il y a énormément de méthodes, de façons de faire pour enrichir l'Afrique et pour qu'elle profite de sa croissance. Au sein du think tank, donc IPOD, nous avons exploré tous ces sujets-là, que ce soit sur les investissements directs étrangers, sur les accords bilatéraux aussi d'investissement, il faudra en parler, c'est extrêmement important. Et en dernier, nous avons théorisé effectivement sur l'importance des petites et moyennes entreprises, comme vous le disiez Fanny en début. Donc mettre tout ça ensemble, ça veut dire mettre en cohérence les politiques publiques pour un développement endogène et pour les populations. Merci. Dans l'actualité également au Congo, le défi africain pour l'environnement a été officiellement lancé. Le but est de mobiliser la jeunesse autour de la cause environnementale. Le principe est simple, tous les jeunes africains de 18 à 30 ans sont appelés à planter un arbre, et ce avant la date du 10 août 2015. En reportage de notre envoyé spécial, Paul de Singwe. Le projet vise essentiellement la jeunesse africaine. L'Africa Green Challenge a vu le jour le 18 juillet 2015 à Kintele au Congo. L'initiative mobilise via les réseaux sociaux les jeunes africains autour de la préservation de l'environnement. Les jeunes de 18 à 30 ans sont incités à planter un arbre avant le 10 août 2015. L'Afrique a son mot à dire dans la planète. L'Afrique a son mot à dire dans tous les combats environnementaux. Et à l'heure parfois de la déforestation pour le charbon, les jeunes veulent montrer qu'ils sont là aussi pour sauver la planète. Et je me dis que même si c'est un arbre qui est planté, on a fait un geste. Et là j'appelle toute la jeunesse africaine à planter un arbre sur africagreenchallenge.com. À un mois des Jeux africains, les autorités congolaises entendent profiter de l'engouement suscité par ces Jeux pour promouvoir l'opération Un jeune, un arbre. Pour nous, planter un arbre, justement, donne l'oxygène et donne de la viabilité, donne la possibilité aux sportifs d'être plus performants. Et donc, nous sommes là pour justement mettre en œuvre ce projet qui va se poursuivre par la visite des installations sportives par le président de la République, qui constitue pour nous le lancement de l'opération Porte ouverte qui va se faire pour que les populations de Brazzaville viennent s'approprier ce projet en visitant les différentes installations sportives. Avec 220 millions d'hectares de forêt, le bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Comme la plupart des pays en voie de développement, le Congo ne dispose pas d'énormes possibilités pour lutter contre le changement climatique. Pour les autorités congolaises, l'initiative lancée par l'African Green Challenge s'inscrit en étroite ligne de la politique environnementale en vigueur au Congo. Apporter sa pierre à l'Afrique verte, c'est quelque chose de très important et surtout pour la jeunesse parce qu'il s'agit des jeunes.
qui doivent déjà aujourd'hui avoir une haute conscience, justement, une conscience écologique, une conscience environnementale pour préparer demain. Et demain se prépare aujourd'hui. En réunissant deux symboles, le sport et le reboisement, le Congo marque sa volonté de lutter contre le changement climatique. Le lancement de l'Africa Green Challenge à Kintele a permis de réaliser une série de 3000 arbres. Daouda, que pensez-vous de ce type d'initiative en faveur de l'environnement qui reste assez rare sur le continent? Oui, écoutez, Fanny, c'est une très belle initiative. Je pense que, voilà, tel que c'est présenté, s'il y a un suivi, ça peut avoir un impact réel déjà dans la sensibilisation des jeunes notamment. Et puis ensuite, on sait très bien que, effectivement, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la planète. Et on peut même dire que même la pollution qui est dégagée depuis Paris en termes ou d'autres capitales européennes en termes de gaz à effet de serre peut être captée depuis l'Amazonie ou le bassin du Congo. Ça peut paraître incroyable. Donc finalement, c'est une action qui sert tout aussi bien pour le pays et pour l'ensemble de l'humanité. Donc quelque part, toute initiative allant dans ce sens est à saluer. Je regretterais juste que nous, tous les trois ici présents, ne pourrons pas participer parce qu'il faut avoir moins de 30 ans. Mais sinon, je pense que c'est très bien pour les jeunes. On peut faire pour son initiative personnelle. Ah bah, j'espère qu'on pourra. Mohamed Ly, est-ce qu'il y a assez de sensibilisation autour de la cause environnementale en Afrique ? Oui, ça commence à prendre, d'autant plus que, je vais le dire de façon provocatrice, il commence à y avoir des fonds pour ça. Et chez nous, on s'intéresse souvent à une cause parce qu'elle est bien financée. Mais beaucoup plus sérieusement, ben oui, je pense que la prise de conscience sur l'environnement est en train d'être faite et bien faite. Et il y a la volonté politique déjà, c'est un type de ministère qu'on retrouve dans toutes les architectures de gouvernement déjà. C'est pas mal d'avoir partout des ministres de l'environnement. Nous avons vu Ségolène Royal reçue par le président du Sénégal pour la préparation du COP21, qui sera un événement absolument à ne pas rater par l'Afrique. Et tout ça avec la protection de l'environnement, le reboisement, les pays sahéliens qui vivent de front l'avancée du désert et aussi l'érosion cocotière. C'est des choses que les Africains eux-mêmes, dans leur vécu, ils voient la nécessité d'arrêter l'action destructrice de l'homme déjà, et après d'avoir une action et une façon de faire proactive pour arrêter toute cette agression du fait de l'homme, mais aussi du fait de l'environnement et de la nature. Et je pense que c'est une très bonne chose et ça ira de l'avant. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé l'aide de son homologue américain Barack Obama pour localiser et rapatrier quelques 150 milliards de dollars d'avoirs volatilisés par des anciens hauts fonctionnaires corrompus. Le chef de l'État du Nigeria indique ainsi vouloir tourner la page de la mauvaise gouvernance. Alors que les finances publiques sont mises à mal par la chute des cours mondiaux du brut, le président nigérian a accusé l'ancien gouvernement d'avoir laissé les caisses de l'État pratiquement vide. Alfred, est-ce que le président nigérian a raison de se tourner vers son homologue américain ? De toute façon, je pense que pour Muhammadu Buhari, la consécration suprême, c'était, après son élection, cette rencontre avec Barack Hussein Obama, pour discuter justement, parler déjà de la question de la sécurité au Nigeria et de l'aide que les États-Unis peuvent apporter. Aide que malheureusement Goodluck Jonathan avait refusé à l'époque, et que donc effectivement pour relancer déjà cette idée-là. Ensuite, pour récupérer les capitaux qui se sont évadés, qu'on a fait fuir du pays, mais nous l'avons souvent rappelé ici, il y a eu beaucoup trop de gabegies, beaucoup trop de violations justement de la déontologie publique, dans la passation des marchés, dans les dividendes du pétrole, pour que justement il a sollicité cette aide-là. Donc c'est tout à fait important, tout à fait nécessaire. Mais il ne peut pas accuser seulement Goodluck Jonathan, puisque même avant lui, au temps d'Olusegun Obasanjo ou de Babangida, si on veut remonter un peu plus loin, tous ces chefs d'État-là avaient profité de la manne pétrolière nigériane pour faire fuite des capitaux en Suisse et partout ailleurs. Daouda, rapidement, est-ce que d'après vous, il y a des chances que l'État nigérian puisse remettre la main sur ces fonds détournés ?
Oui, oui, je pense que s'il y a une coopération judiciaire internationale, si les États-Unis acceptent d'aider, il peut y avoir des commissions rogatoires, un certain nombre de choses comme ça pour aller trouver où est l'argent et puis récupérer. Je pense que c'est possible, d'autant plus qu'il faut le faire d'ailleurs, puisque quand on regarde la somme, 150 milliards de dollars, si je ne me trompe, ça représente quand même, on va dire, 4 fois la dette même du pays. Hein, et peut-être plus de 2 fois, sans doute même, plus de 2 fois et demi, pardon, la dette du pays, et puis 3-4 fois le budget de l'État nigérian. Donc c'est colossal, c'est impressionnant. Donc il faudrait quand même essayer de récupérer cela, et puis mettre en place des mesures préventives pour que cela ne soit plus possible nulle part en Afrique. On va dire une réaction très rapide, s'il vous plaît. Vivement que tous les autres pays le fassent, surtout avec la Suisse, et l'Afrique s'en portera très bien. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré à la révolution médiatique sur le continent. Mohamed, merci d'avoir été là. Merci Fanny, et merci aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Alfred, merci également. Merci Fanny, ça a été un ravissement de vous retrouver sur ce plateau. Et puis merci à mes très chères téléspectatrices, en particulier du Sénégal, qui nous regardent de leur accueil. Et Daouda, merci. Merci Fanny, c'est un plaisir renouvelé également pour moi. Et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices également. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.